Avec vous sur Sud Radio pour les débats, on est ensemble jusqu'à midi avec aujourd'hui Éric Tegner, bonjour, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, vous êtes également éditorialiste sur RT France. Bonjour. Pierre Claret, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes responsable de la communication de Jean Lassalle, voilà, on nous accuse de ne pas donner la parole aux petits candidats, bien que Jean Lassalle soit un grand candidat. Et Jacques Miard, bonjour, maire LR de Maisons-Laffitte. Bonjour à vous. Il va falloir venir nous voir quand même. Là, vous prenez. Oh, c'est tellement mieux. Ah bah oui, mais oui. Profiter. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je termine l'émission, j'embraye sur autre chose. Ouais. Donc, vous vous embourgeoisez. Vous vous embourgeoisez. Il y a un pantalon en dessous. Ça doit être ça, ouais. Et Gilles Gansman qui est resté pour le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Que la force soit avec elle, aussi calée en russe qu'en Star Wars. Et oui, Valérie Pécresse hier a comparé les candidats de la présidentielle à des titres des films de la saga. Ridicule, tu sauras. Le sujet, c'est... En fait, cette campagne présidentielle, avec vous, c'est un peu la guerre des étoiles, quoi. Parce que, bon, il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'Empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore faudrait-il que l'Empire attaque. Bon, il y a l'attaque des clones. Ah, t'avais pas entendu ? Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça, je vis ça bien au quotidien, je vous l'assure assez clairement. Faire ça, personne ne dit. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi, hein. Voilà. Et parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme dit la fin de la saga. Quelle culture cinématographique. C'est vous qui avez rajouté la musique au début, hein, oui, quand même. Mais en l'écoutant sans l'image, j'ai l'impression qu'elle est, pour parler correctement, ivre. Oui, elle a un parler pâteux un peu. Ouais, je ne sais pas si c'est les bêta-bloquants ou le champagne, on ne sait pas. Mais on a rapproché un peu les sons. Hein. Oui, mais le son, le phrase. Parce qu'il y avait des espaces dans son phrasé, mais comme on n'est pas à la télévision et qu'elle faisait des. Voilà. Mais en vrai, c'est pas la première fois. Hein. Elle avait déjà essayé des blagues avec des agriculteurs, etc. C'est bien le problème, en fait. C'est qu'elle essaye d'être cool, mais elle n'y arrive pas du tout. Et ce que je comprends pas, c'est qu'elle change pas de communicant, parce qu'à un moment donné, là, c'est quand même un discours écrit, quoi. C'est pas une improvisation. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça, et deux, qu'elle a accepté de le lire, quoi. De la même manière, quand elle avait fait sa petite vidéo à 5h du matin, je pars. Mais je pense que. Pierre Claret. Oui, c'est l'intonation peut-être aussi qui joue, non ? J'ai pas écouté, moi, du tout, hein, donc je ne peux pas trop vous en parler, puis je n'entendais pas, là, en fait. Ah bon, alors vous n'avez pas. Désolé. Bon, alors, mais c'est vrai que la vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux et qu'elle est assez. Il y a un hashtag ce matin sur Twitter, c'est Pécresse détresse. Ah. Oui, et puis il y a beaucoup de détournements. Malaise évidemment, télé, quand vous faites ça, il y a beaucoup de détournements, évidemment. Et il y a Dark Vador qui a écrit aussi un compte Twitter, Dark Vador, qui ne reconnaît pas, évidemment, sa fille. Voilà, il y a plein de choses. Allez voir sur le compte Twitter. Sur LCI, Gérald Darmanin, hier, est revenu sur son interview avec Apolline de Malherbe et le fameux « ça va bien se passer ». Non mais attendez, moi je suis pas là pour refaire le commentaire du commentaire. Ça va bien se passer, c'est une expression extrêmement populaire. Moi, je ne parle pas le langage technocratique. C'est une expression qui fait surgir des souvenirs ou des moments très traumatisants chez les femmes. Pardonnez-moi. C'est une expression très violente. Je l'utilise de très nombreuses fois à l'Assemblée nationale, d'ailleurs contre M. Bernalicis, puisque beaucoup de vos consoeurs et confrères ont ressorti pour savoir si je l'avais déjà sorti, que j'utilisais souvent. Le ton. Mais Gérald Darmanin, pardonnez-moi. Non, le ton que vous avez utilisé était condescendant, était jugé sexiste, était jugé misogyne. C'est à mon avis tout à fait faux. Et ce qui, à mon avis, est sexiste et misogyne, c'est de ne pas considérer que lorsqu'on a un interlocuteur, selon qu'il soit une femme ou un homme, on doit utiliser des mots différents. J'ai été, me semble-t-il, tout à fait dans le ton d'une interview. Voilà, vous avez vu l'excuse, je m'adresse à une femme comme à un homme. Oui, c'est... Là où je suis d'accord, c'est que pour moi, c'est pas misogyne, mais ça révèle vraiment d'une condescendance de Darmanin, qui pour le coup s'est vraiment planté, hein, parce qu'on voyait, il était dans une séquence médiatique où il essaye de se positionner pour le second quinquennat. Hein. Clairement, Darmanin, c'est quelqu'un qui vise le Matignon. Je pense que là, il s'est tiré une balle dans le pied. Oui, c'est... voilà. Et pour finir, hier soir, Jean-Luc Mélenchon était donc l'invité de France 2 face aux questions de Patrick Cohen sur l'islam radical. Jean-Luc Mélenchon a renvoyé la balle d'une façon un peu douteuse et certains l'ont pris pour de l'antisémitisme. D'où ma question sur le droit à l'islamophobie. Non, mais je vais vous dire, est-ce qu'on a le droit à la judéophobie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a le droit à la judéophobie?
Je vous réponds, non, c'est stupide. La phobie est stupide. La phobie est stupide. La phobie pousse à la bêtise, pousse à l'aveuglement. Et surtout, la phobie pousse à une globalisation. On déteste les musulmans. Ça n'a pas de sens. Voilà, des précisions. La judéophobie, c'est un délit au même titre que l'antisémitisme, puisque c'est un synonyme. En revanche, on peut être anti-judaïque quand on parle de la religion. Et on a le droit d'être islamophobe quand ça ne concerne que la religion musulmane. Ce sont des tweets que j'ai relevés. Si Éric Zemmour avait dit ça, qu'est-ce que le tollé que ça aurait levé? Et puis cette petite phrase, quand il dit ces gens-là, que vous n'avez pas relevé, moi j'ai eu franchement la nausée en entendant les propos de Jean-Luc Mélenchon hier, parce que je rappelle qu'il a fait l'éloge du funèbre de Charb, qu'il était proche de lui et que Charb avait écrit petit manuel à l'adresse des escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, et ses propos sont absolument indignes de ce qu'il a pu être et des valeurs de Charlie Hebdo à l'époque. Je sais pas, vous avez vu hier Jean-Luc Mélenchon? Oui, moi j'ai vu. Alors il n'y a pas que ça comme séquence. Hein. Derrière, c'était quand même avec Geoffroy Roux de Bézieux, par exemple, très intéressant comme échange, et ça monter un peu le niveau de la campagne. Après, le procès qu'on lui fait, c'est systématique et je pense qu'il est décalé. Quand il parle de ces gens-là, je pense qu'il parle surtout de types comme Manuel Valls, comme les journalistes aussi, qui vont toujours revenir sur l'islamophobie, enfin comme étant le moteur de leurs articles, de leurs tribunes, etc. Sa réponse, elle a quand même mis Patrick Cohen en difficulté. Sur la judéophobie. Oui, parce que je pense qu'il n'a pas sur le coup su quoi répondre. Mais oui. Mais c'est pas la même chose, je pense, la judéophobie. C'est des mots valises, donc on peut y mettre tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que à partir du moment où on utilise le mot phobie, il y a un décalage sémantique qui peut conduire à la haine de l'autre, pas à la critique d'une religion. Alors déjà, Mélenchon, il avait déjà fait sa sortie, je crois, sur BFM TV il y a 3 ou 4 mois, qui était encore plus violente. Après, moi, ce que je note dans cette campagne, c'est que tous les jours, il y a des accusations d'antisémitisme, de nazis. Donc, par exemple, Zemmour, on va dire que c'est un nazi. Après, le lendemain, il y a des attaques dites antisémites par Gilles Penel du Rassemblement National. Ça vient vraiment de partout. Je trouve qu'il y a un petit côté quand même de folie dans cette campagne où c'est des lancements d'anathèmes. Et peut-être que ça va un peu plomber le débat si les gens font pas attention. Après, il faut pas non plus qu'ils tendent la perche pour se faire battre comme l'a fait Mélenchon hier. Ouais, Pierre Claret. Moi, je crois que en 2015, lorsqu'il avait fait son petit discours, il avait aussi ce côté humaniste lié au Grand Orient de France, et que je pense qu'il a oublié toutes les bases du Grand Orient, et c'est pour ça qu'il se comporte aujourd'hui comme un homme qui ne mériterait pas, à la limite, d'être candidat. Vous en pensez quoi, Jacques Miard ? Moi, je pense effectivement que tout ce qui est excessif est insignifiant, mais cela étant, il y a un problème majeur. C'est qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, on traite son adversaire de nazi, on traite son adversaire d'extrémiste, et ça, c'est une preuve de faiblesse, parce qu'on essaye de vouer aux gémonies l'adversaire sans parler du fond. Dans les affaires d'islam, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, ou du moins de l'islamisme. Ce sont les faits qui doivent marquer. Or, en France, qui ont commis des attentats, c'est pas les juifs, c'est pas les catholiques, c'est pas les bouddhistes, ce sont malheureusement des gens qui relèvent de l'islam et de l'islamisme. Donc c'est ça qu'il faut traiter. Et vouloir traiter l'autre de tous les noms d'oiseaux, eh bien c'est une preuve de cécité, d'aveuglement et je dirais de faiblesse. Et ça n'apporte rien, si ce n'est que, effectivement, ça crée des tensions inutiles. Oui, enfin là il parlait du fond. On parle de la position de la France insoumise face à l'islam et face à certaines il est clair compromissions. Mélenchon, je parle de l'islamisme. Hein. Oui, il se prend les pieds dans le tapis en refusant de regarder la réalité. Il aurait beaucoup plus de force en disant « je condamne ça » et puis ensuite ne pas dévier sur les juifs, les catholiques ou je ne sais quoi. Absolument. Donc c'est parfaitement imbécile. Parce qu'il s'est servi de ça pour parler de l'extrême droite aussi, Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est facile de parler de l'extrême droite. On est toujours l'extrême de quelqu'un d'autre. Mais ça n'a pas de sens. Fabien Roussel y arrive bien. Aujourd'hui, avoir un discours de gauche, laïque, qui condamne l'islamisme de façon extrêmement importante. Je trouve qu'il a trouvé la voie qu'aurait dû prendre Mélenchon il y a quelques années. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant pour la suite du zapping politique. Et puis, coup de cœur, coup de gueule, le convoi de la liberté, trou
d'air chez Valérie Pécresse. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec aujourd'hui Alexis Poulain. Vous êtes journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur RT France. Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir. Pierre Claret, responsable de la communication de Jean Lassalle. Et Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. On va revenir sur les convois de la liberté qui arrivent à Paris. Trou d'air chez Valérie Pécresse et confusion au gouvernement sur le voile et dans le sport. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Pierre Claret, on va commencer avec vous. C'est un coup de gueule ? Un coup de gueule, oui, par rapport au CSA. Vous savez que depuis le 1er janvier, il y a l'équité, ce que l'on appelle l'équité, c'est-à-dire le temps de parole qui est pour chaque candidat à la présidentielle. Alors cette équité, elle est calculée en fonction des sondages, bien sûr, mais aussi en fonction du nombre d'élus. Et ce que j'ai pu constater, puisque j'ai les feuilles, du 1er janvier au 17 janvier, nous avons eu M. Macron qui a eu 67 heures de passage. Pour M. Zemmour, c'était 49 heures. Enfin, je passe le détail. Jean Lassalle, 7 minutes. Voilà, ça donne un petit peu le tempo. Donc, chose extraordinaire, bien sûr, le CSA a réagi immédiatement. Et il y a à peu près 8 jours, nous sommes retrouvés à Mont-de-Marsan avec Jean. Et là, forêt de caméras, forêt de télévision, enfin de journalistes, qui, bien sûr, avaient été peut-être un peu... disons, les caméras sont arrivées, il a été filmé. Au départ, je pensais que c'était sérieux et qu'on allait voir des choses intéressantes. Et puis, pour la plupart, ça a été, on se moque un peu de lui. C'est-à-dire qu'on reprend juste quelques infos qui ne sont pas du tout intéressantes. On parle de son accent, on parle, voilà. Et ça fait partie, disons, de cette politique qui m'agace. Et comme je dis toujours, imaginez que Valérie, vous soyez invitée à une émission et qu'à la sortie, au lieu de parler de votre émission, on ne parle que de vos vêtements ou de votre maquillage, parce qu'au fond c'est un peu ça qui s'est passé. Donc je trouve que le CSA devrait quand même regarder aussi ce qui se dit, parce que si c'est pour parler d'un hors-sujet et donc du coup de comptabiliser un hors-sujet, pour moi ça ne rentre pas dans le CSA, dans le calcul. Une réaction ? Je suis d'accord, d'autant plus. Nous on avait reçu Jean Lassalle chez Livre Noir pendant près de 2 heures, qui était vraiment passionnant. Il incarne en fait beaucoup de choses sur ce qui se passe aujourd'hui dans la ruralité. Et donc les médias auraient tout intérêt à faire comme vous le faites, d'essayer de voir les propositions qu'il fait. C'est un candidat sérieux qui a été plusieurs fois candidat, qui aujourd'hui a quand même pas mal de parrainage. Donc ça montre vraiment, on va parler tout à l'heure de convoi de la liberté. En fait, les choses sont complètement liées. On va parler des agriculteurs, etc. Tout ça est lié à la question Jean Lassalle. Et donc c'est assez étonnant, d'autant plus que même d'un point de vue médiatique, en termes d'audience, c'est passionnant d'écouter Jean Lassalle sur ce qu'il a proposé et de pas rester à la surface. Donc là-dessus, c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre. Je pense que ça vient de la paresse aussi de beaucoup de journalistes qui se disent faut traiter le sujet, on le traite à la légère, on refuse de se poser les vraies questions. Je peux vous dire que j'ai été moi aussi interrogé par TF1, ça n'a pas été diffusé. C'est-à-dire que du coup, en fait, on garde peut-être les images. Voilà. Alors les images, elles passent, par contre. Mais alors après, au niveau du son, vous dites que sur le fond, en fait, c'est... Oui, Jacques Miard. Oui, écoutez, je vous trouve bien bon et bien naïf, parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, le CSA et que le président de la République fait une campagne aux frais des contribuables. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est proprement scandaleux, parce que je trouve que le CSA doit capitaliser et que par certains côtés, il n'est plus dans ses fonctions présidentielles, il valorise, je dirais, ce qu'il pense et sa propre campagne. Ouais. Donc il faut être implacable et il faut le dénoncer. Quant à Jean Lassalle, cher ami, vous lui transmettrez mes amitiés parce que je me suis lié d'amitié avec lui. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui puisque je soutiens une autre candidate, mais il n'en demeure pas moins que c'est un homme qui est sincère et c'est un homme, je me souviens, j'étais à l'Assemblée quand il a entonné ce chant de berger et qu'il a résisté au rappel à l'ordre du président Debré qui lui disait de s'asseoir. Ouais. Et donc c'est un homme qui a des convictions et cela mérite d'être salué. Un auditeur nous dit le CSA est une institution déboussolée et dépassée face aux médias modernes. Jean Lassalle, enfin on découvre une autre politique française loin de Paris.
compris. Voilà. Je dois préciser que le CSA aussi exerce une pression politique. Moi, je l'ai vécu personnellement, pour expliquer mon cas personnel. On s'est pris livre noir un article de Mediapart mensonger qui expliquait qu'on était en fait la boîte de com d'Éric Zemmour. Moi, je suis pas au courant qu'Éric Zemmour finance nos reportages, etc. Et donc depuis, il y a des grandes chaînes sur lesquelles j'allais régulièrement, qui, par mesure de prudence conseillée par leur service juridique, du coup, on n'invite plus Éric Tegner parce qu'on a peur qu'il soit comptabilisé dans le temps de parole d'Éric Zemmour. Et donc, voilà. Donc moi, je suis complètement invisibilisé sur ces médias pendant les 3 prochains mois. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Et d'ailleurs, ces médias-là se disaient, c'est pas utile d'ailleurs que ça soit comptabilisé dans le temps de parole parce que Tegner ne soutient pas Zemmour quand il vient sur les plateaux. Et ça, faut le prendre en compte. C'est des logiques pernicieuses où le CSA, en fait, quand on va lui demander telle personne, est-ce qu'elle est comptabilisée dans le temps de parole, refuse de répondre. Et c'est a posteriori qu'il peut le faire. Et donc les médias font très attention. Et ça, on n'en parle pas aussi. Alors le CSA qui ne s'appelle plus CSA, Gilles Gansman vient de me le rappeler, ça s'appelle l'ARCOM. Je voulais en parler parce que l'ARCOM attaque aussi... Justement, Valérie... attendez, Alexis Poulain, pris la parole. On a tous une histoire personnelle avec le CSA ou l'ARCOM qui, là, lance une enquête sur RT France à la demande d'une association lituanienne, Média Presse Freedom, sur le traitement des gilets jaunes, notamment par RT France, puisqu'on était une des rares chaînes à en parler. Donc c'est vrai qu'on voit que derrière cette idée d'un gendarme, des télécommunications et des médias, il y a quand même plutôt, même si c'est une haute autorité indépendante, nous dit-on, une marque qui va dans un sens politique plutôt qu'un autre, à chercher à enquêter dans un sens et pas forcément dans d'autres. Et on voit qu'ils sont montrés du doigt aujourd'hui et où vont les enquêtes et les moyens de cette instance. Mais Olivier a raison, notre auditeur, quand il dit que c'est une institution qui est dépassée par les médias modernes. Mais c'est pour ça qu'elle s'appelle l'ARCOM, pour prendre en charge également les réseaux sociaux. Or là, c'est le danger, parce que derrière, c'est la censure. Jacques Miard, vous vouliez réagir? Oui, moi, écoutez, j'avais dénoncé au CSA, qui est devenu l'ARCOM, un reportage d'une radio d'État sur le Rwanda. Les informés qui étaient à sens unique en faveur de, bien sûr, de renouer des relations diplomatiques avec le Rwanda et qui étaient proprement scandaleuses et totalement orientées. Donc j'ai saisi le CSA et l'ARCOM vient de me répondre en Ponce Pilate, en disant non, etc. Et je peux vous dire que le problème, il est là. C'est qu'elle est très influencée par l'ambiance, je dirais, du gouvernement. Parce que moi, j'ai été proprement scandalisé. Je ne veux pas faire un procès parce qu'on part en vrille, mais ce serait attaquable. Ce qui est clair, c'est que l'ARCOM s'est lavé les mains de la plainte, et je peux vous dire que je ne suis pas le seul à le penser. Alors nous, on a invité le président du CSA, maintenant ARCOM. Ça fait plusieurs semaines qu'on a lancé une invitation et qu'on ne nous a même pas répondu. Je note qu'il va régulièrement sur France Inter, chez Sonia De Villers, qui a aussi une émission média, mais nous, on ne nous répond pas et on ne vient pas. Donc je lance un appel. En réalité, parce que vous savez, tout ce qu'on dit est retranscrit, et quand le mot CSA ou ARCOM apparaît, ils ont des alertes. C'est ça. Donc Arcom, voilà. Donc on vous invite, Monsieur le Président. Il y a un certain nombre de radios qui sont des radios Pravda. Il faut quand même le dire. Voilà. C'est très orienté. Vous voyez, ça a fait réagir. Alors vous, Jacques Miard, c'était quoi votre coup de gueule? Effectivement, vous savez qu'il a été dénoncé par un certain nombre de sociologues que nous étions une archipel, que la France était devenue une archipel. Et je m'interroge et je vais plus loin. D'ailleurs, j'en fais un éditorial que mes constituants liront. Et je me pose la question de savoir si nous, c'est-à-dire tous nous, c'est-à-dire vous, moi, etc., nous sommes des individualistes forcenés. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Alors, les Français ont ras-le-bol de la situation, ras-le-bol de la pandémie. Mais quand on rappelle un certain nombre de règles, quand vous avez une personne qui va rouler sur le trottoir, alors même qu'il peut blesser quelqu'un, prendre des sens interdits, régulièrement, quand on leur rappelle un peu les règles, c'est « va te faire foutre, ça me regarde, c'est mon problème, fous-moi la paix ». Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est en train de se diffuser. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il va falloir reprendre un peu un certain nombre de conscience de discipline, parce qu'aujourd'hui, c'est dû sans doute à la pandémie, c'est dû sans doute au ras-le-bol de nos concitoyens, dont je suis. Nous sommes certes des Gaulois réfractaires,
ce qui, par certains côtés, est une preuve de démocratie et de résister à ce que la Convention montagnarde après appelait la résistance à l'oppression. Mais il n'en demeure pas moins que je trouve qu'aujourd'hui, on a un délitement de la conscience collective de la nécessité de respecter des règles. C'est ce que je voulais dire. C'est aussi une autocritique, parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est les autres et pas moi. Nous sommes tous à la même enseigne. Il y a une montée en puissance, je dirais, de cet individualisme qui fait que c'est la négation même de la vie collective. C'est philosophique et fort juste, Jacques Miard. Coup de gueule. Il m'arrive d'être philosophe. Absolument. Si. Éric Tegner, coup de gueule. Oui, moi c'est contre la déclaration d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il voulait construire 50 parcs éoliens offshore d'ici 2050. Moi je pense qu'il a absolument pas conscience de la gravité de ce genre de projet en fait. Moi je l'ai vécu personnellement parce que je suis breton. Il y a un projet d'éolien au large du Cap d'Erquy, donc dans la baie de Saint-Brieuc, où en fait il y a eu une soi-disant consultation en 2011 sur ce parc où à l'époque il y avait une propagande qui faisait que les gens disaient c'est pas grave en fait, faisons ce parc éolien, et au final ils s'y sont tous opposés et ils voient à quel point c'est nocif pour eux. Donc on se retrouve avec des pêcheurs qui perdent complètement aujourd'hui leur zone de pêche, alors qu'ils sont déjà affectés par le Brexit, où ils ont déjà perdu beaucoup de zones. C'est le premier point. Et ensuite, il y a une vraie pollution. Il faut savoir que pour mettre un éolien en mer, il faut couler des blocs de béton complets pour essayer de protéger, que souvent il y a des fuites. Il y en a déjà eu au large du Cap d'Erquy, et que les entreprises, je prends le cas de la baie de Saint-Brieuc, qui font ces éoliennes, sont des entreprises parfois qui sont délinquantes. Il y a une entreprise notamment espagnole, elle fait 20 milliards de chiffre d'affaires. Ce ne sont pas des gens qui sont là uniquement pour l'écologie ou pour la planète, qui ne répondent pas souvent lorsqu'ils sont audités par la Commission européenne, et qui ont même des liens mafieux. Je pense encore une fois à cette société au large du Cap d'Erquy qui s'occupe du parc éolien offshore. Elle est aujourd'hui sous enquête en Espagne, justement parce qu'elle a mis sur écoute des ministres pour les influencer dans le cadre d'appels d'offres. Et ça, du coup, ça me surprend en fait qu'Emmanuel Macron, mais il est sur ce en même temps, veulent, et je pense que c'est ça, lancer les centrales nucléaires, de nouvelles centrales nucléaires, et dans le même temps. C'est dur en même temps. Voilà, exactement. Et on a parlé, mais aussi c'est la décroissance énergétique. La promesse d'Emmanuel Macron aussi, c'est la frugalité, c'est-à-dire les Français devront consommer moins d'énergie. Ça, on l'a pas relevé. Mais comment, pourquoi, sur quel secteur, ça peut aussi être sujet à beaucoup de questions. Non, mais c'est dur. Oui, Jacques Miard, vous voulez réagir ? Oui, écoutez, c'est la palinodie de M. Macron, parce que d'un côté, il a flingué Alstom lorsqu'il était ministre, et ensuite, maintenant, il rachète le nucléaire à General Electric, à un prix d'ailleurs qui défie la concurrence, parce que les Américains ont fait monter les enchères, et puis ensuite, il y a lui en même temps, en disant bien sûr qu'il faut faire du nucléaire. Ah, surprise, il a fermé Fessenheim, il a arrêté le programme Astrid, et puis pour donner le change aux écolos, il parle d'éolien. Tout ça n'est pas sérieux. Et c'est dramatique même parce que, comme le dit Tegner, c'est une faute politique, et surtout ça pollue tous nos paysages. Il y a un moment, il faut arrêter, je dirais, cette espèce de gabegie, idéologie décadente de M. Macron. Et c'est en même temps partagé aussi par Valérie Pécresse. Parce que sur l'affaire d'Alstom, il y a éoliennes, je peux vous dire que la messe n'est pas encore dite, parce que moi je lui ai dit que bien sûr le nucléaire est la seule solution, et qu'il faut cesser de polluer nos paysages avec les éoliennes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire parfois du photovoltaïque, etc. Mais quand même, là, ça dépasse les... Bon. Et puis je vais vous dire une chose, moi je suis un esprit libre, même si je soutiens une candidate avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord, je continuerai à dire ce que je pense. Bon, on marque une pause. Vous nous direz peut-être quelle est la position de Jean Lassalle sur les éoliennes. C'est à suivre dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. Bon, on n'est pas en avance, on n'a pas fini notre tour de table. Alors on va passer tout de suite à Alexis Poulain. Coup de gueule. Alors c'est hallucinant, un papier à lire dans Libération aujourd'hui. Oui, alors c'est une info qui a quelques semaines, mais qui est expliquée dans Libé. Ismaël Emelien, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un des conseillers d'Emmanuel Macron de sa campagne de 2017, proche du
du pouvoir. Il était conseiller spécial à l'Élysée. C'était un des Mormons qui a fait aussi la cellule riposte lors de l'affaire Benalla. Puis il a été exfiltré de l'Élysée pour ne pas entacher l'image du président de la République. Et il rebondit, Ismaël Emenia, après avoir écrit un bouquin sur le progressisme qui s'est pas vendu. Il crée une start-up dans le domaine de la santé qui s'appelle Zoï. Ça veut dire vie en grec. Alors l'alphabet grec en ce moment, on en soupe tous les jours. Lui, il leur rajoute une couche. Il vient de lever 20 millions d'euros pour sa start-up. 20 millions d'euros qu'il a levé auprès de Xavier Niel, auprès du patron d'Orpea et auprès du patron de Moderna, Stéphane Bancel. Tout ça avec l'aide du financier de Macron, qui avait levé les fonds de la campagne de Macron, qui l'a aidé là aussi à faire un tour de table à 20 millions d'euros. Que fait cette start-up? Elle s'occupe du grand âge, du vieillissement, d'une manière holistique, c'est-à-dire qu'elle va vendre des bilans de santé, de la prévention de santé, du botox, comment finir avec des joues tout à fait rondes et une figure figée. Ce genre de choses, c'est plutôt du fric que de la santé. Mais là où est le scandale, c'est que grâce à ces connexions proches de la Macronie, Ismaël Emenia a réussi à faire classer son entreprise comme entreprise à mission. C'est-à-dire que les prestations qu'il va vendre avec sa start-up vont pouvoir être remboursées par la sécurité sociale. Alors on s'inquiète à l'Élysée que c'est une nouvelle dont on aurait pu faire l'économie à l'approche de l'élection. Ça montre quoi? Que la Macronie est un conflit d'intérêts permanent et global et qu'ils continuent. C'est-à-dire que rien ne les arrêtera, puisque c'est légal. Mais que cette start-up, qui n'a rien prouvé, puisqu'il n'y a pas encore de produit, elle levait 20 millions et qu'elle ait déjà le statut d'entreprise à mission pour pouvoir être remboursée par la sécurité sociale, c'est proprement scandaleux. Oui, un professeur parisien spécialiste... et les coquins. Voilà. C'est toujours pareil. Un extrait de l'article, un professeur parisien spécialiste du grand âge, lui tire notamment sur le profil du docteur Dahl, donc qui est celui qui est le directeur scientifique. Et il dit, quand on me dit anti-âge, j'entends fric. Ce sont en réalité des médecins qui font de la cosmétique, du botox, derrière un discours pseudo-scientifique et qui se regroupent dans des sociétés de patamédecine au nom ronflant. Voilà. J'y vois une 4e dose vaccin Covid anti-vieillissement. Voilà, c'est possible. Commençons. Alors on va peut-être commencer. Vous vouliez, en fait, c'était votre coup de gueule, votre coup de cœur sur les camions de la liberté. C'est plus qu'un coup de gueule. C'est surtout, pour moi, je trouve que ce qui va se passer, c'est que la campagne électorale va se jouer là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, les gens, vous remarquerez qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à la politique, et notamment à ces élections. Par contre, le convoi de la liberté, ou pour la liberté, parce que j'ai pas compris pourquoi il disait de la liberté, parce qu'à mon sens, c'est pour la liberté, va permettre de montrer un petit peu ce qui se passe en France aujourd'hui. Je considère que depuis toujours, il y a 3 pouvoirs en face: le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il s'avère que il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Bon, attendez, je finis mon... Voilà. Il s'avère que depuis quelques années, depuis d'ailleurs 2012-2013 à peu près, depuis qu'il y a eu Hollande qui a utilisé le 49.3 avec Valls et ensuite avec donc l'état d'urgence, il y a un pouvoir qui a disparu, qui est le pouvoir législatif. Et il a été remplacé par un pouvoir que j'appellerais le pouvoir administratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est administratif, c'est-à-dire que tout ce qui se fait aujourd'hui passe par l'administration. Et il s'avère qu'on le voit au niveau des communes, on le voit au niveau des pays, on le voit au niveau de l'Europe. Et si les gens sont aujourd'hui contre l'Europe, c'est parce qu'elle est trop administrative. Et je crois qu'il faudrait qu'on révise, pas que oui, mais je crois qu'il faudrait quand même qu'on revoie ça, parce que si les gens sont dans la rue aujourd'hui, c'est parce qu'ils sentent que derrière, le pouvoir législatif n'existe plus. Et j'en veux pour preuve. Nous avons, notre premier projet chez Jean Lassalle, c'est le vote blanc. Ça fait partie de ce qui nous tient à cœur. Et il s'avère que Jean a déjà présenté 2 fois à l'Assemblée nationale ce projet de vote blanc. Et il s'avère que systématiquement, il y a des amendements qui sont aussi... Alors, quand je dis amendement, vous savez, lorsque vous présentez par exemple une loi le mardi, vous avez la possibilité de faire des amendements jusqu'au samedi d'avant. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps après d'étudier les amendements. Et pour bloquer une loi, on y met 2000 amendements. C'est-à-dire que vous avez 2000 personnes qui vont commencer... Pardon de vous couper, mais le convoi de la liberté, ils sont pas là-dessus, hein. Disons qu'ils sont sur la liberté. Ils sont. Non, mais je veux dire par là que. Non, mais si vous voulez, pour que la démocratie, si vous voulez que pour que la démocratie fonctionne demain, il faut absolument redonner le pouvoir au peuple, et en l'occurrence en passant par le vote blanc. Pour moi, ça fait partie des. Et on vote blanc, et alors qui dirige, qui Ah non, mais l'idée du vote blanc, c'est justement de permettre aux gens, plutôt que de voter contre, c'est de voter
à la limite, pour le vote blanc. Et à ce moment-là, ça permet... Alors bien sûr, je vais pas développer le sujet parce que c'est assez complexe. Mais c'est juste pour expliquer quand même clairement que... vous pensez, vous, en tout cas, c'est un mouvement qui peut prendre de l'ampleur qui va certainement faire bouger les lignes, et notamment, d'ailleurs, on le voit, M. Darmanin a immédiatement bloqué les routes. Bon, j'espère que quand même il nous laissera défiler demain, puisque moi j'ai amené un mégaphone pour pouvoir m'exprimer dans la rue. Mais bon, tout ça pour dire que je pense que ça fait bouger les lignes. Oui, Éric Tegner. Moi, je pense que c'est pas du tout abstrait ces revendications, hein. Déjà, ils se mobilisent vers Paris et vers Bruxelles en raison de l'augmentation du prix de l'essence. En voiture. Parce que certains soulignent le paradoxe de gens qui protestent contre la hausse du prix de l'essence et qui viennent en voiture. Mais pour être protégés. Parce que derrière, ils savent très bien que dans une voiture, un tir de LBD ne fera pas le mal qu'il a fait pour les Gilets jaunes. Oui, mais avec l'essence. Ils se cotisent d'ailleurs. Pour payer les pleins, il y a des gens qui ne peuvent pas venir et du coup, c'est très solidaire comme mouvement. Ils ont même plus de nourriture que prévu, etc. Donc il y a une solidarité qu'on retrouve là-bas. Ce sont des gens qui ne se qualifient pas d'ailleurs souvent de Gilets jaunes, mais qui, pour se comparer, disent qu'il y a une effervescence encore plus importante pour les Gilets jaunes. Ils veulent en effet peser sur la campagne présidentielle parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas vraiment de débat, la campagne elle n'a pas vraiment commencé. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant, du côté de certains grands médias et de politiques, la même logique de décrédibilisation du mouvement qui avait été faite contre les Gilets jaunes. Là, ils essayent de les faire passer pour des cinglés anti-vax. On a vu cette vidéo sur LCI de Paul Laroutourou qui est en train d'interviewer une vieille dame qui parle un peu de complot, etc. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Et d'ailleurs, sur Darmanin qui a interdit la manifestation, ils comprennent complètement, mais ils essayent de décrédibiliser. Je pense que même s'ils voulaient faire un deuxième quinquennat, même s'ils peuvent faire un deuxième quinquennat à Macron, ils n'ont pas du tout intérêt, là, cette fois-ci, à radicaliser le mouvement. Vraiment pas, parce que sinon, ça va être ingérable pour les 5 années qui suivent. Ah, mais c'est déjà ingérable, en fait. On a une inflation galopante et le choix de la BCE, c'est soit d'augmenter les taux, donc faire des cracks en ligne, ou soit rester où on en est et faire une paupérisation globalisée. Donc, il y a un problème. Il y a l'explosion de tous les prix au-delà de l'énergie. Il n'y a pas que ça. Il y a le logement, il y a l'emploi. Alors, on nous fait croire qu'il y a des bons chiffres. En réalité, c'est les chiffres de 2012 de François Hollande qui voulait inverser la courbe du chômage, donc on est au même niveau. Et là, on a des gens qui reprennent le flambeau des Gilets jaunes, puisqu'on est sur le pouvoir d'achat, sur la dignité au travail, sur aussi le respect de la démocratie, puisque on en est là parce que Emmanuel Macron a piétiné les institutions démocratiques depuis qu'il est élu. Et là, on a le discours le même. Ce sont des nazis, ce sont des fascistes, ce sont des dangereux antisémites. Attention, c'est des séditieux, c'est des factieux. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse? La violence. On va avoir Paris barricadé par Darmanin et le préfet allemand. Est-ce qu'on peut laisser la ville? Enfin, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut laisser? Est-ce que c'est normal d'en arriver là? Est-ce qu'on peut laisser bloquer la ville? Est-ce qu'on peut on a bien fait des confinements, on a bien mis un pass vaccinal, on empêche des gens de vivre. Donc c'est une réponse à ça finalement, parce qu'il n'y a pas eu de débat démocratique par rapport à ce pass vaccinal. Donc on en arrive là parce que il y a un besoin de parole. Regardez le grand débat, ça a été enterré par Emmanuel Macron, par un grand blabla qui n'a servi à rien. Donc la réponse, eh bien, elle est là, elle est dans des mouvements citoyens qui veulent pas renverser l'État, qui veulent juste dire ça suffit avec ce mépris d'Emmanuel Macron de la démocratie. On a Jacques Miard, vous en pensez quoi? Écoutez, il est vrai que c'est un point paradoxe et majeur en même temps du citoyen Macron. Et qu'aujourd'hui, il a créé ces conditions-là. Bien sûr. Il a créé ces conditions-là par un mépris, traverser la rue, je te trouve un boulot, bref, etc. Et donc tout ça, ça remonte. Malheureusement, on ne peut pas s'en réjouir parce que si on va à l'affrontement, il risque d'y avoir de la casse. Donc aujourd'hui, le gouvernement est dans une impasse. Il est dans une impasse par la politique qu'il a menée, non seulement parce qu'il y a des difficultés économiques, mais par le traitement méprisant qu'il a adressé aux Français. Et c'est le problème majeur. La démocratie, vous savez, elle n'est jamais parfaite, mais il est clair qu'il a réduit notamment le rôle du Parlement, qui est devenu une chambre d'enregistrement, et il veut continuer d'ailleurs, parce qu'on a vu sortir à nouveau un certain nombre de projets qui vont massacrer la représentation nationale. Donc, le problème, il est dans l'attitude méprisante du président de la République à l'égard des Français et qui ne comprennent plus aussi sa politique, même économique, où il fait des têtes à queue en permanence. Dans l'histoire du nucléaire, comment pouvez-vous faire confiance à un homme
qui a fait exactement le contraire pendant 4 ans et qui, tout d'un coup, les lumières de la Pentecôte semblent descendre sur sa tête. Il n'est pas crédible. On marque une pause, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats avec vous, avec Jacques Miard, Pierre Claret, Éric Tegner et Alexis Poulain. Alors à l'époque de François Hollande, ça s'appelait un couac. Aujourd'hui, on n'a pas ressorti ce mot. Vous savez qu'il y a ces femmes voilées qui s'appellent les hijabeuses. Et effectivement, j'ai vu plusieurs réflexions qui disaient si elles étaient honnêtes, elles s'appelleraient les footballeuses. Déjà, revendiquer le terme de hijabeuse, c'est assez particulier. Est-ce que c'est un sport, du coup? Ben voilà, voilà. Donc elles ont saisi le Conseil d'État pour obtenir l'abrogation de l'article 1 du règlement de la Fédération française de football qui interdit tout port de signes ou tenues manifestant sensiblement une apparence politique, religieuse, philosophique ou syndicale. Alors Elisabeth Moreno, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, écoutez ce qu'elle disait hier. Ces filles font du sport. Le sport, c'est de l'émancipation. Sur le terrain de foot, aujourd'hui, il n'est pas interdit de porter le voile. Je veux qu'on respecte la loi. La loi dit que ces jeunes filles peuvent porter le voile et jouer au foot. Voilà, et ce matin, Gabriel Attal... Elisabeth Moreno les soutient. Est-ce la position du gouvernement, Gabriel Attal? Non, et d'ailleurs, Elisabeth Moreno, hier soir, a précisé ses propos auprès de l'AFP. Elle a dénoncé une instrumentalisation qui a été faite. Elle a clarifié le fait qu'elle ne soutenait évidemment pas une association qui vise à faire du prosélytisme ou qui viserait à mettre le port du voile comme une forme de condition pour pouvoir pratiquer le sport. Mais pourquoi la majorité, dans ce cas-là, rejette l'amendement LR au Sénat qui prétend clarifier la situation en interdisant clairement les signes religieux dans les compétitions sportives? Parce que contrairement au LR, on s'attaque au vrai problème. Voilà. Oui. Vous ne l'aviez pas entendu, Jacques Miard? Et puis il y a eu un tweet. Et puis écoutez, il y a eu un tweet de Marlène Schiappa. Le gouvernement a toujours été favorable à l'interdiction des signes religieux lors des matchs. Nous avons créé le contrat d'engagement républicain. Nous sommes donc totalement opposés à l'action judiciaire engagée contre les statuts de la Fédération française de football. Pas de prosélytisme dans le sport. Sans blague. Non, mais c'est quoi? Mais à quoi elle sert rien, on ne parle pas d'un député, là, on parle de la ministre de l'égalité homme-femme, d'un gouvernement Emmanuel Macron qui mettait comme cause du quinquennat la défense des femmes. Moi, je trouve ça génial, quoi. Et c'est vrai qu'on n'utilise plus le terme cacophonie, mais là, c'est depuis le début le nombre d'accidents comme ça qu'il y a eu, qui sont rattrapés comme si c'était normal. Elle doit démissionner, c'est inadmissible. C'est inadmissible, mais il y en a eu tellement. En fait, c'est une accumulation. On a l'impression que c'est de la sidération avec ce gouvernement. Blanquer, c'était à peu près pareil. Il était dédié systématiquement. Là, sur ce thème-là, il vous a pas échappé que la prochaine Coupe du Monde, c'est au Qatar. Ouais. Donc que le foot devienne maintenant un outil de prosélytisme, c'est pas étonnant. Et ça va ne faire qu'empirer. Et quand on laisse faire le Parlement européen qui met comme symbole une femme voilée, en fait, à un moment donné, c'est pas des couacs, c'est la révélation de ce qu'ils sont au fond d'eux. Ouais. Simplement, ils savent que la société française d'aujourd'hui est plutôt contre. Donc ils disent à leur ministre, faites attention. Mais fondamentalement, c'est ce qu'ils pensent. En privé, c'est ce qu'ils pensent. Ce sont des propos quasiment électoralistes pour essayer de se rallier des gens qui vont même pas voter pour eux. C'est là où ils sont idiots, parce que effectivement, c'est un acte de soumission à une loi religieuse de la part de ministres de la République. Donc ces gens-là n'ont plus rien à faire, je dirais, dans un gouvernement. Elle doit démissionner. Je peux vous lire le tweet de Manuel Valls. Le sport libère le corps, le voile l'enferme. Les hijabeuses sont des militantes dont le but est la banalisation du voile dans l'espace public. La provocation est évidente. La liberté, le féminisme et les valeurs de la République sont ainsi dévoyées. Il faut vite rectifier le tir. Il a totalement raison, Manuel Valls. Oui. Et alors, Pierre, moi je voterai en touche en disant tout simplement que pour gagner un match, on ne peut pas avoir de voile parce qu'on ne voit pas la balle arriver derrière. Donc forcément, on l'interdit, puis c'est tout. Ouais. Bon, ça, c'est un peu. C'est une boutade. Éric Tegner. Moi, je dois juste partager une petite expérience. C'est que j'ai un de mes alternants qui m'a dit qu'il avait reçu un mail, une pétition de la part de son école qui disait il faut soutenir ces hijabeuses. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir conscience qu'il y a énormément d'écoles, d'universités, Sciences Po, etc. Donc c'est un phénomène de fond dans la société, dans l'éducation aujourd'hui de nos élèves et de notre future élite qui soutiennent clairement ces hijabeuses. Donc, faut pas s'attendre à ce que demain ça change juste parce qu'il y a Elisabeth Moreno qui, je cite Gabriel Attal, rectifie et précise ses propos. On est en train de former aussi une nouvelle génération à penser qu'il faut défendre justement ces hijabeuses. Et ça, je trouve ça très dangereux en fait. À quel moment d'ailleurs c'est leur rôle de faire ça? C'est l'idéologie du wokisme
qui monte en épingle toutes les minorités. Et c'est là ce qu'il faut combattre. Parce que aujourd'hui, malheureusement, cette espèce de wokisme qui est une idéologie perverse et totalement inadmissible, elle se sert de tout. Mais là, on n'est pas, on n'est pas dans le wokisme, on est dans l'islam. On est dans l'islam politique. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut protéger, parce que c'est pas présenté comme vous le dites, c'est présenté comme une liberté individuelle. D'une minorité. Et c'est là où, effectivement, ça fait partie du groupe. Et il faut être absolument déterminé à combattre ces phénomènes. Bah alors, comment vous expliquez cette confusion au sein même de l'État? C'est-à-dire, on a deux ministres... Parce que c'est une intelligence. Oui, c'est ça le problème. Voilà, vous l'avez dit élégamment. Oui, je crois quand même qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les universitaires des collégiens et des lycéens. Je crois que pendant longtemps, on a souhaité qu'à l'université, on laisse justement le voile pour permettre à des étrangers de venir apprendre la démocratie en France, ce qui d'ailleurs permettait à beaucoup d'étrangers de venir en France. Ça, c'est très bien. Par contre, dès qu'on passe au lycée, voire au collège, là, pour moi, il faut absolument l'interdire, puisque d'abord l'enfant est mineur, et ensuite, pour moi, c'est évidemment, ça ne rentre pas dans le cadre. Et c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre les deux. Vous voyez, faites la distinction de quoi? Je ne comprends pas. Mais des étrangers qui peuvent venir faire des études supérieures et que donc forcément on respecte on respecte du coup leur tradition en acceptant le voile. Pourquoi Allez en Iran. La meilleure façon de leur apprendre à ce qu'est la France, en fait, c'est de leur dire comment c'est déjà je dis des étrangers qui ne vont pas rester vivre ici. Oui, mais c'est pas le sujet. Vous êtes d'accord que c'est pas le sujet. Oui, mais bon. Attendez, vous n'allez pas dévoiler les touristes saoudiennes ou qataris qui dépensent des fortunes chez LVMH. Mais c'est pas le sujet. Non, mais si, c'est le sujet, parce que là, vous êtes quasiment en train de dire qu'il faut dévoiler de force parce qu'on est en France. Vous pouvez pas le faire. Non, c'est pour ça que la laïcité. Si vous voulez, voilà, c'est pour ça qu'en fait. Alexis, s'il te plaît, faut quand même pas exagérer. On sait très bien que ces femmes qui souvent montent dans l'avion, et dès qu'elles sont dans l'avion pour venir à Paris, elles vont se mettre en jean et enlever les voiles. Donc il faut arrêter. Pas toutes. Faut voir rue du Faubourg Saint-Honoré. Non, pas en Iran, mais elle se voile. Mais là, c'est pas le sujet. Là, on parle de la taquilla, on parle de cet islam politique qui veut rentrer dans la société. La vérité, c'est que les hijabeuses, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de jouer sur le droit français, elles essayent de jouer sur nos failles, pour justement nous mettre face à nos propres contradictions, parce qu'aujourd'hui on n'a aucune définition de ce qu'est la laïcité adaptée aux nouveaux défis. Et la vérité, c'est que ces différents pays du Qatar, etc., qui ont aussi des chaînes, des médias, Al Jazeera, où on voit, ils jouent des doubles jeux. Dans certains pays, ils vont être anti-LGBT, dans d'autres, ils vont bien mettre le drapeau LGBT pour soutenir. En fait, Agi+, ils sont complètement dans cette logique justement de nous faire douter de nous-mêmes. Et donc, on ne doit pas se contenter de dire c'est simplement un voile, c'est simplement respecter une individualité, etc. Il y a un projet derrière. Attendez un peu la décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État s'est fait déjà quelque peu moucher parce qu'il avait rendu au moment du voile dans l'école une interprétation de la loi totalement farfelue pour faire l'équilibre. Donc attendez, il y a une nouvelle loi qui est sortie le 24 septembre 2021 sur le séparatisme, où il est clairement dit que toutes les associations qui touchent des subventions doivent respecter les principes de la laïcité et de la République. Donc attendez un peu de ce qui va sortir. Allez, on va marquer une pause et on va parler de votre famille, cher Jacques Miard, la famille des Républicains, avec des défections qui commencent à être un petit peu nombreuses et peut-être gênantes pour la candidate Valérie Pécresse. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, trou d'air pour Valérie Pécresse. Plusieurs défections, Éric Woerth, on l'a un petit peu évoqué hier, et puis la maire LR de Calais, Natacha Bouchard, ce sont des proches de Nicolas Sarkozy. On a Rachida Dati qui flingue Patrick Stefanini, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, et puis Emmanuel Macron qui n'a toujours pas apporté son soutien à la candidate de son parti. Valérie Pécresse est à 15%. Non, tu parles de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. La confusion est totale. C'est intéressant. Valérie Pécresse est à 15 dans le rolling Sud Radio, Zemmour à 14,5 et Marine Le Pen à 17. Certains sondages les mettent encore beaucoup plus proches. Vous en pensez quoi, Jacques Miard? J'en pense que, vous savez, je vais reprendre le mot de Foch, qui disait ma droite, c'est Thiol,
ma gauche recule, mon centre flageole, qu'est-ce que je fais? J'attaque. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, le passage à vide est réel. Il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. Cela étant, on est encore à pas mal de semaines de la présidentielle et il ne faut jamais croire que les choses sont jouées d'avance. Donc moi, je suis de ceux qui disent, bon, qu'il y en a qui aillent à la soupe, ce n'est pas pour nous étonner. Et ils font d'ailleurs une faute parce qu'ils prennent une décision sur les sondages d'aujourd'hui. Est-ce que ces sondages-là seront la réalité dans quelques semaines? Personne ne le sait. Et donc, je crois qu'ils font même une faute tactique parce que s'ils veulent rallier, ils devraient attendre un peu le résultat. Parce que c'est vrai que Macron a pour technique de débaucher. Bon. Mais cela étant, ils prennent un risque parce que rien n'est certain à terme. Alors, maintenant, pour rebondir, je l'ai dit à Valérie Pécresse, je l'ai dit sur une chaîne d'information, LCI, il faut qu'elle existe par elle-même. Parce qu'il faut qu'elle se fasse elle-même la crédibilité. Et que cette crédibilité, avec cette crédibilité, elle s'adresse aux Français qui peuvent ou non la suivre. Mais ce n'est pas en citant effectivement soit le commandeur, soit les mannes de Jacques Chirac qu'elle va se faire une crédibilité. La crédibilité, c'est toujours la même chose. C'est elle qui doit présenter aux Français, non pas une multitude de propositions, quelques points forts. Et je pense effectivement que l'un des points forts, c'est la souveraineté de la France qui doit être rétablie dans tous les domaines. Et là, c'est quelque chose qui peut payer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser les centristes, mais cette élection ne se fera pas au centre, elle se fera à droite et une droite forte. Oui, mais la droite forte, elle existe. Enfin, pardon, on a Zemmour et Le Pen pour la droite forte. C'est que ce que fait Zemmour, il a repris ce que nous disions, nous, au RPR, il y a 20 ans. Alors, franchement, mais c'est pas faire du Zemmour sans Zemmour, c'est présenter aux Français une crédibilité. Or, aujourd'hui, je suis désolé, Zemmour, il ne gagnera pas. Et donc, ça peut faire plaisir à certains de dire « je vote Zemmour », mais si vous avez un Zemmour au deuxième tour contre Macron, l'affaire est pliée. Je peux préciser quelque chose. Dans les sondages au second tour aujourd'hui, Marine Le Pen est mieux placée, 1 point, 1,5 point, que Valérie Pécresse. Donc si l'argument c'est le but soutenez celui qui a le plus de chances de gagner face à Emmanuel Macron, dans ce cas-là il devrait soutenir Marine Le Pen. Cet argument ne tient plus depuis que Valérie Pécresse, et ça fait des semaines, n'est jamais en position de gagner ou même de se rapprocher de 50%. C'est tous les sondages. Elle est à 45, 46 dans tous les sondages de second tour depuis quelques semaines. Mais c'est même pas une question de sondage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais Jacques, non, mais je dis juste, Jacques, que cet argument ne tient pas. On ne flageole pas parce qu'il y a un coup de tabac. On tient. C'est pas un coup de tabac. On tient, mais est-ce que c'est pas plus profond? C'est la question. Moi, je pense que le problème, c'est pas les sondages ou un trou d'air ou un coup de tabac. Le problème, c'est la crédibilité de Valérie Pécresse qui a quitté les LR. Non, mais Jacques, laissez-moi finir. Elle a quitté les LR justement parce qu'à l'époque, c'était Laurent Wauquiez qui tenait cette ligne droitière de retour à un discours plus proche du RPR. Et là, elle revient et elle est gênée aux entournures. Ça se voit entre d'un côté, regarder du côté du centre, et puis de l'autre côté, Éric Ciotti qui était deuxième à la primaire des Républicains, qui est maintenant patron de la commission d'investiture. On voit bien qu'il y a un truc fondamental qui ne fonctionne pas dans la personnalité même de Valérie Pécresse pour mener cette campagne à droite. Et c'est bien tout le problème, c'est qu'elle est une sorte de Macron bis qui n'arrive pas à émerger. Et donc, au-delà du sondage, c'est un problème de casting, je pense. Parce que son départ des LR, il est dans l'esprit de tous les militants LR. D'ailleurs, elle a un problème, c'est que son argument, c'est de dire nous, c'est la compétence chez Valérie Pécresse. Mais quand Woerth, il part chez Macron, Woerth, c'est quand même le président de la commission des finances, c'est un peu le monsieur économie chez LR. On entend également que Emmanuel Macron réfléchirait à nommer à Matignon pour le deuxième quinquennat Christine Lagarde, donc qui est aussi la quintessence de l'expérience, etc., dans ce camp idéologique du centre droit, qui est une femme. Elle est en train de se faire dépecer du côté d'Emmanuel Macron et du côté d'Éric Zemmour. Non mais attendez, ne sautez pas aux conclusions avant que le match ait lieu. Et vous faites cette erreur. Mais il faut voir les forces en présence. Ce que vous dites est crédible, et c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait
qu'elle se bâtisse une crédibilité pour elle-même, par elle-même. Et c'est ça qui est en cause. Est-ce que c'est possible ? Si elle ne le fait pas, effectivement, ça va être difficile. Quant à Lagarde, que je connais bien, etc., je crois qu'elle va y regarder à 2 fois avant de venir. Parce que, attention, peut-être que Macron peut être réélu, ce qui n'est pas certain, mais ce qui est certain, c'est que les emmerdements qu'elle va avoir, ça va être encore pire que ce qu'elle trouve à la Banque centrale. Donc elle va peut-être y réfléchir à 2 fois. Ouais, Pierre pense que Mme Pécresse n'est pas moderne. Et aujourd'hui, les gens, quand même, ont besoin de gens modernes. Elle est, pour moi, dépassée, peut-être parce qu'au fond, elle a une formation intellectuelle qui fait qu'elle ne peut pas se comporter autrement. Mais au-delà de l'aspect purement de la personne, moi, je crois surtout, et je le répète partout, c'est qu'il y a longtemps que la droite et la gauche, pour moi, c'est terminé, qu'elle est remplacée par le mondialisme et l'humanisme. D'un côté, vous avez un monsieur Macron qui est mondialiste, et de l'autre côté, vous avez un humaniste qui s'appelle Jean Lassalle. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura pas compris que le dégagisme de 2017 va continuer. Voilà, parce que je rappelle quand même qu'en 2017, le dégagisme a fonctionné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les 2 partis traditionnels. Et je vous précise aussi que Mme Hidalgo est en dessous de Jean Lassalle. Et pourtant, Jean Lassalle est bas dans les sondages. Oui, dans certains, effectivement, dans certains sondages, elle est ce qui veut bien dire quand même que l'idéologie même gauche ne fonctionne plus, et l'idéologie droite, au-delà de l'aspect de Mme Pécresse, ne fonctionne plus non plus. Moi, ce que je comprends pas aussi, c'est ça, c'est une question pour Jacques Mière. Qu'est-ce qu'on fait les Républicains depuis 5 ans ? À un moment donné, là, on dit il faut proposer un projet. On est à 2 mois de la présidentielle. Ils n'ont rien fait. Il n'y a pas de vision, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait les 5 dernières années ? Ils ont dit entre Macron et Le Pen, il faut proposer une 3e voie. Maintenant, c'est la 4e voie entre Macron, Zemmour, Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que c'est vide. Il n'y a pas de suspens, il n'y a pas de substance. Et ça, c'est un vrai problème quand les gens, ils ont besoin de sens. Et c'est de la démagogie de considérer qu'Emmanuel Macron est un sombre gauchiste. Emmanuel Macron, il est sur le terrain du centre droit. Et les Républicains aujourd'hui, ils sont uniquement là pour gérer les élus. Et effectivement, les élus, quand on les entend, et c'est pas insultant pour vous, Jacques Miard, pas du tout, mais ils disent tous soyez prudents, etc. Je suis pas sûr que ça soit un argument qui tende à convaincre les gens de voter pour eux, parce qu'on sait que si Valérie Pécresse n'est pas au second tour, c'est fini les Républicains. Un instant, puisque je suis mis en cause, je vais vous répondre. Alors allez-y, Jacques Miard. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est entre le mondialisme BA et effectivement le retour de la souveraineté française dans tous les domaines pour pouvoir maîtriser notre destin. Et ça, c'est un point fort. Et c'est pour ça que on est tous humanistes, mais ce n'est pas une explication du monde. Je m'adresse à Pierre. Bon, c'est comme... Voilà. Et donc, il faut retrouver des moyens pour redonner au peuple français la maîtrise de son destin. Et c'est ça le point majeur. Et je l'ai toujours défendu. Quand ce qu'a fait l'appareil, effectivement, depuis 4-5 ans, ils ont fait des conventions, ils ont sorti des propositions. Mais le point majeur aujourd'hui, c'est entre le rétablissement de la souveraineté française et la mondialisation BA. Mais vous savez bien, Jacques Miard, que les gens ne trouvent pas aujourd'hui que les Républicains sont crédibles. Ils se disent que tous les élus qui parlent comme ça, je vous parle de la candidate, jeune homme. Oui, bien sûr. C'est à la candidate de retrouver sa crédibilité et de présenter aux Français une force de caractère. Oui, mais il y a un problème de fond. Oui, il y a un problème de fond et de forme aussi sur la personnalité de Valérie Pécresse. Et si Pécresse n'avait pas LR, elle sera à 4%. Parce que dans les faits, elle n'incarne rien. Donc c'est bien de LR dont on parle. C'est la raison pour laquelle je vous dis que je passe mon temps à leur dire et à lui dire, et je l'ai vu en tête-à-tête pendant plus d'1 heure, en disant tu dois parler de choses fortes. C'est la langue, n'oubliez pas, c'est le patrimoine, c'est la souveraineté et la possibilité de bloquer Bruxelles. Tout ça, c'est en cause. Alors, je sais que ça... Et elle vous répond quoi, alors ? Et ce sera dans le discours de ce week-end ? Ben, on va voir. D'ailleurs, c'est intéressant pour ce week-end. Il faut savoir qu'il n'y a aucun discours avant Pécresse. Parce qu'ils ne veulent pas vexer les uns et les autres en mettant en avant plus ou moins l'autre. C'est-à-dire que ça reste un panier de crabes où tout le monde est dedans. Et ils sont tous là à dire voilà, c'est pas le bon moment, c'est trop tôt, Macron est pas dans la campagne. Et si Macron est réélu, de toute façon, on dira pour les législatives. C'est vraiment. Non, mais et vous savez très bien, Jacques Miard, que si les élus LR, vos amis, etc., sortent de LR, c'est une catastrophe au niveau des enjeux locaux, etc. C'est globalement ce qu'ils disent tout le temps. Donc ils sont dans l'attente. Ne vaticinez pas sur vos fantasmes. Et je tiens à vous dire... Aucun fantasme. Certains aillent à la soupe, je m'en contrefous. Parce que c'est pas le droit de Éric Woerth
qui va rallier les foules. Alors, non, pas rallier les foules, mais c'est la somme de ces gens qui sont en train de quitter LR qui, au final, parce qu'on nous dit que ce n'est que le début... Pas nouveau. Non, c'est pas le nouveau. Par exemple, Mme Vautrin à Reims, il y a longtemps qu'on sait qu'elle fricotait déjà vis-à-vis de Fillon, elle lui a filé des coups de poignard dans le dos. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi vous ne l'avez pas viré, Madame Bouchard? Mais quand des gens ils fricotent avec Zemmour, on les vire, et quand ils fricotent avec Macron, on les vire pas. Donc à quel moment en fait les gens peuvent se dire que c'est pas 90% de l'appareil qui est comme ça en fait. C'est juste. Parce qu'à chaque fois que les gens partent, ils disent on savait. Pierre Claret, c'est un problème qui va se passer, je dirais, dans une grande prise de position de la candidate, et que si elle doit réussir, elle est au pied du mur, on est d'accord. Je crois que si on n'aborde pas le sujet à droite, notamment le sujet économique, comme ça a toujours fonctionné, ça ne marchera pas. Macron a été élu uniquement parce qu'il a supprimé la taxe d'habitation et qu'il a fait un gros cadeau à ceux qui payent l'impôt sur la fortune, notamment sur l'argent placé. Donc évidemment, il a emporté l'élection. Si Pécresse, elle ne propose pas quelque chose, il ne se passera rien. C'est tout. C'est comme ça. Le système économique, le système politique est basé sur des données économiques. La gauche, si elle n'est à ce niveau, c'est parce qu'elle n'a rien proposé en termes justement pour tout ce qui est des entreprises, alors qu'il est facile quand même de trouver des solutions pour que les gens puissent bouffer avec 1 500 € par mois. Elle n'a rien proposé, et ben elle est à 1,5. Voilà. Moi, je crois que le problème économique de la France, c'est l'investissement. Non, monsieur, mais l'investissement, le problème économique de la France. Non, le gros problème, c'est que non. Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il n'y a plus d'économistes en France. C'est-à-dire que les gens ne savent plus ce que c'est que l'économie. Donc, ils ne peuvent pas en parler, ni plus ni moins. Mais électoralement, les sympathisants LR, ils soutiennent la politique économique d'Emmanuel Macron. En fait, Emmanuel Macron, sur sa base électorale, il est très bon. Les gens aujourd'hui qui ont voté Emmanuel Macron, en tout cas aux dernières européennes, parce que ça s'est décalé légèrement au centre droit à ce moment-là, ils sont contents. Emmanuel Macron, il a des bons résultats économiques pour une partie du pays, pour ces 24-25% qui vont voter pour lui. Et je trouve ça démagogique, justement, de dire qu'on a la même base à peu près sociologique et électorale qu'Emmanuel Macron, de dire qu'il serait très mauvais et qu'eux seraient plus compétents. Alors que ce sont des ministres de chez eux qui sont aux principaux postes économiques, comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin sur les questions régaliennes. Et que c'était les gens qui étaient les plus mis en avant à l'époque. C'est fini pour aujourd'hui. Très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff. À lundi.